Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Bon ben voilà, je pense que maintenant les choses sont claires. Le Conseil constitutionnel a validé donc la loi d'urgence sanitaire avec l'extension du pass sanitaire, où ils ont retoqué apparemment deux choses qui étaient, je crois, la rupture de contrat CDD et puis l'isolement. C'est vraiment histoire de, oui, on va quand même faire un petit retoquage sur certains petits points quand même, quoi. Mais du détail, que du détail. Dans l'ensemble, le Conseil constitutionnel vient de dire aux Français, vous n'êtes plus souverains. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui venons de faire un coup d'État. Un coup d'État sur votre souveraineté. Un coup d'État sur vos libertés fondamentales. Alors oui, en effet, la loi, elle est jusqu'au 15 novembre. Mais le naïf croira que le 15 novembre, il retrouvera toutes ses libertés. Que nenni. Alors vous voyez bien, on est en train d'essayer de trouver une solution pour vous faire avaler la troisième vague, quatrième vague. Même si en effet les contaminations augmentent, mais les hospitalisations... Mais le problème, c'est que si en Angleterre, en effet, ils ont eu une quatrième vague et que là, aujourd'hui, la quatrième vague est en train de chuter, qu'ils ont eu un pic, mais que finalement les hospitalisations, les réanimations, les décès sont restés relativement mineurs, vous croyez qu'en France, ils vont se contenter de ça? Non. Ils vont vous refaire exactement le même scénario. Les hôpitaux saturés, protéger les plus faibles, impérativement tous les gens doivent se vacciner, puisque comme on ne peut pas faire d'obligation vaccinale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas légiférer sur une obligation vaccinale pour des produits qui sont toujours en phase expérimentale, donc il faut bien trouver une solution pour vous obliger tous à vous vacciner. Sauf que le problème, c'est que là, ça fait plusieurs semaines qu'on entendait qu'en Israël, il commençait à avoir un certain problème de crédibilité vis-à-vis des vaccins, c'est-à-dire que finalement, même les vaccinés pouvaient contracter le virus et contaminer les autres. En Angleterre, on a également ce fait établi. Ici, aux États-Unis, ça y est, le docteur Fauci, le CDC admettent que les vaccins ne protègent pas à 100%, et qu'en plus de ça, les vaccinés peuvent être porteurs du variant Delta, et donc contaminer les autres. Donc en effet, la vaccination peut vous protéger. Mais du coup, comme en France, la politique sanitaire se repose maintenant sur une augmentation des cas de contamination, vous la voyez la logique? C'est-à-dire que oui, certainement qu'au mois d'août, le nombre de contaminés va augmenter, qu'au mois de septembre, ils vont dépasser certainement la jauge, et qu'ils vont remettre certainement des règles sanitaires. Regardez déjà, ils tâtonnent. C'est les départements, des régions qui commencent déjà à remettre le masque à l'intérieur, même pour les vaccinés. C'est des départements, des municipalités qui commencent à obliger le masque même en extérieur, pour les terrasses, par exemple. Le seul problème, c'est que le revers de la médaille, c'est qu'on est début août. Ça veut dire que la période estivale n'est pas terminée. Mais que déjà, les bilans sont catastrophiques. Qu'est-ce que ça va être au mois de septembre? Au mois de septembre, quand les acteurs de la période estivale vont faire les comptes et qu'ils vont se rendre compte que ils ont perdu de l'argent, voire même certains qui vont devoir se soumettre à la loi économique, soit de la mise en faillite, soit du dépôt de bilan. Mais le pire, c'est que vous avez les acteurs économiques de la rentrée, vous savez, tous les supermarchés, magasins, magasins de fringues, etc., qui vont espérer que, malgré le pass sanitaire auquel ils échappent pour l'instant, ne va pas empêcher les Français de consommer.
Eh bien, le problème, c'est que si au mois de septembre, ils appliquent leur loi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot, il y a des gens qui vont se retrouver au chômage. Sauf évidemment si des entreprises disent tout haut, obliger les gens à vacciner, etc., sinon vous êtes virés. Mais dans la réalité de fait, ils vont faire en sorte de ne rien faire. Ce qui va être amusant, c'est de voir au mois de septembre, mois d'octobre, novembre, le résultat du nombre de chômeurs. Parce que le problème, c'est que là aussi, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir confiance en ces chiffres? Puisque tout est manipulé, tout est trafiqué. Même les chiffres du CDC aux États-Unis, aujourd'hui, on reconnaît qu'ils sont trafiqués. Même le CDC lui-même le reconnaît, que ces chiffres sont approximatifs, puisqu'ils dépendent de ce qui a été déclaré. Or, on ne peut pas savoir la portion de non déclarés. Est-ce qu'il y en a quoi, 10, 20% en plus à rajouter en hypothèse? On n'en sait rien. En dehors de l'aspect sanitaire, en dehors de la pandémie, en dehors du virus, le problème constitutionnel aujourd'hui, il est flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un président qui en arrive maintenant à aller sur TikTok pour aller attirer les jeunes de 18-25 ans, que là, il vient de dire, oui, il y aura une 3e dose, mais pour l'instant, pas de précipitation, ce sera uniquement peut-être pour les gens les plus faibles. On a l'impression d'avoir déjà entendu ça par le passé. Oui, mais, puis tout compte fait, ah ben non, tout compte fait, ça sera pour tout le monde. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de scientifiques qui sont en train de dire, oui, des variants, il va y en avoir encore et encore. Mais à la limite, comme tous les virus. Et qu'en effet, une des priorités, c'est d'assurer une protection. Et la protection, évidemment, c'est le vaccin. Sauf que le problème du vaccin, je rappelle, il n'est pas question d'être pro ou anti-vaccin, il s'agit d'être simplement conscient. D'un côté, savoir qu'on ne peut pas obliger des gens à accepter un produit alors que c'est un produit expérimental, ou en phase expérimentale, mais qu'apparemment nous avons aujourd'hui des gens qu'on a élus qui sont en train de nous poignarder dans le dos en nous obligeant par des méthodes vicieuses, mesquines, fallacieuses, à nous vacciner. Et de l'autre, vous avez aujourd'hui la réalité d'un ultralibéralisme galopant. Le lobbying des laboratoires. Parce qu'eux aussi, je veux dire, ils sont partout. Donc comme sur Internet, encore heureux, on peut avoir accès à des informations, et quand je dis des informations factuelles. C'est-à-dire que là, c'est pas une question de fake news. Non, c'est pas du fake news. C'est factuel. C'est des rapports qui sont issus de ces sociétés. C'est des rapports institutionnels de l'Union européenne, de l'État fédéral. Donc les faits sont là. Et pourtant, on se rend compte qu'on a affaire à des autorités, à des politiciens, à des milieux intellectuels, des élites, qui aujourd'hui sont en train de retirer les masques. Ils sont en train de montrer que, de toute façon, vous le peuple, vous êtes ignares, vous êtes indisciplinés, vous êtes immatures, vous êtes des enfants, donc on va vous laisser votre démocratie, mais on va vous obliger à supporter, on va vous obliger à accepter une forme de démocratie dans laquelle on va vous sucrer un certain nombre de vos libertés. Alors je rappelle, je ne vais pas refaire le débat sur la démocratie, on en a déjà parlé, etc. Mais en apparence, peut-être vous-même aussi, vous êtes convaincu de vivre dans des démocraties, alors qu'en réalité, je vous rappelle quand même que lorsque vous naissez, en effet, vous avez ce droit fondamental d'être au même titre que n'importe quel autre individu bénéficiant de droits équitables.
jusqu'au moment où vos parents vous inscrivent à l'état civil. À partir du moment où vous êtes inscrit à l'état civil, vous n'êtes plus un individu ou une entité vivante libre, vous êtes un individu référencé et fiché. Vous savez, c'est un peu ce paroxysme. C'est que si par exemple vous avez une personne qui commet un délit, et donc qui est présentée devant la justice, mais que la justice tout d'un coup se rend compte que l'individu n'est pas référencé. C'est-à-dire qu'officiellement, son statut est inconnu. C'est-à-dire qu'il n'a ni identité officielle, il n'est recensé dans aucun fichier, voire même, il est impossible de trouver un livret de famille, ou même une déclaration de naissance à son sujet. C'est-à-dire que l'individu, officiellement, n'existe pas. Donc le problème, c'est que si l'individu n'existe pas, comment appliquer la loi qui s'applique normalement à des gens reconnus, à des gens avec un statut? La loi de la République française s'applique aux citoyens français. Et par extension, aux étrangers qui viennent en France, mais qui eux-mêmes sont connus, qui eux-mêmes sont fichés, qui eux-mêmes ont une identité civile et administrative. Mais si vous n'avez pas d'identité ni civile ni administrative, c'est-à-dire que vous n'existez pas, comment appliquer la justice à quelqu'un qui n'existe pas? Vous voyez le problème? Alors évidemment, dans la réalité des faits, la justice a toujours des solutions. C'est-à-dire que la justice trouvera toujours des moyens pour réussir à donner une identité à quelqu'un. Ce qui est assez paradoxal, parce que si vous commettez une faute, que vous devez être puni, on vous trouvera toujours un moyen de vous trouver une identité. En revanche, le jour où vous avez un problème, parce que vous ne pouvez pas prouver votre identité, parce que les fichiers ont disparu, parce que votre bulletin de naissance a disparu dans un incendie d'une archive de tel et tel endroit, ça existe, il y en a, eh bien c'est une galère pas possible pour avoir une reconnaissance administrative et civile. C'est-à-dire qu'à la limite, il faut commettre un crime pour enfin avoir une identité. Donc, à partir du moment où un système échappe à la souveraineté d'un peuple, parce que là c'est le cas, aujourd'hui là c'est open bar, puisque, comme je vous l'ai dit, en effet, la loi pour l'instant est jusqu'au 15 novembre. Mais comme ils vont nous trouver des bonnes raisons pour refaire la politique de la peur, les contaminations augmentent, les hôpitaux vont être saturés. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Oui, les hôpitaux sont saturés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 80% des Français qui savent pourquoi les hôpitaux sont saturés. C'est parce que ils ont baissé les budgets, ils ont encore éliminé, ils ont encore retiré 1800 lits depuis le début de l'année. Enfin, donc les gens savent pourquoi les hôpitaux sont saturés. Mais quand ces gens-là, les Véran, les Castex, etc., quand ils passent devant des commissions parlementaires, vous avez vu les réponses qu'ils font? Il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, je crois, Ruffin qui pose... Non, c'était pas Ruffin, c'était Joachimson Forget, qui pose une question au Premier ministre sur comment se fait-il que les autorités n'aient pas fait un mea culpa sur les erreurs d'appréciation, etc. Plus particulièrement quand il y a eu des gens qui ont commencé à faire la promotion de produits qui par la suite se sont avérés des produits dangereux, qui étaient des produits qui étaient promus par le lobbying au sein même des institutions. La réponse de Castex a été « Ah, mais je ne suis pas au courant de cette affaire. Je n'étais pas aux affaires à cette époque, c'était mon prédécesseur. » Mais attends, t'es Premier ministre. Édouard Philippe, là, il t'a pas filé les dossiers sur lesquels il a travaillé, etc. Puis même toi, en tant que politicien, membre des En Marche, etc., tu es en train de nous faire croire que tu n'es même pas au courant de ce qui s'est passé avec le Remdesivir. À ce moment-là, vous vous posez la question, c'est soit
c'est un incompétent. Et là, dans ce cas-là, on est parfaitement dans le schéma de la destruction de l'État-nation par la destruction même de l'autorité, c'est-à-dire en mettant au gouvernement des branquignoles, ou alors, c'est un foutage de gueule énorme. D'ailleurs, même Édouard Philippe, avec sa sémantique à maîtriser le verbe, c'est bien, mais le problème c'est qu'il ne répond jamais aux questions. Comme Véran. Véran qui, devant l'Assemblée, devant le Parlement, a affirmé que 100% des gens vaccinés, c'est la garantie du retour à la vie normale et c'est la garantie de faire disparaître ce virus. Ce qui est complètement faux. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est en train de se passer. Il y a une censure. Comme je l'avais prédit, avec les présidentielles, les acteurs de l'Internet, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, ça y est, c'est parti, ils sont en train de censurer les gens qui disent des choses qu'il ne faut pas dire. Divisio qui récemment a fait une interview sur Sud Radio, qui a annoncé officiellement qu'il y avait plus de, je crois, 110 000 ou 120 000 plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement, contre Castex. Divisio a une chaîne sur YouTube, sa propre chaîne. Eh bien, sa chaîne YouTube vient d'être censurée, vient d'être bloquée. TV Liberté. Alors, TV Liberté, évidemment, c'est une télévision sur le web, qu'on peut légitimement affilier plus à un courant conservateur, traditionnel. Certains, évidemment, tout de suite disent que c'est la télévision du Rassemblement national. Chacun y voit ce qu'il veut. Moi, le fait est, c'est que je constate que c'est une télévision donc d'opposition. Eh bien, cette TV Liberté, aujourd'hui, vient de perdre son compte YouTube. On a également un autre média dont le nom m'échappe, qui est aussi dans cet état d'esprit d'essayer de faire de la réinformation, etc. Lui aussi vient d'être supprimé de YouTube. Il y a un ménage aujourd'hui qui est en train de s'effectuer dans les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez de la chance d'être ici sur cette chaîne qui, parce qu'elle a très peu d'abonnés, parce qu'elle a très peu de vues, je peux encore bénéficier d'une liberté d'expression. Mais même si j'ai que 137 abonnés, même si je n'ai que 40, 50, 60, 70 vues, ça ne veut pas dire qu'un jour, il y a un troll, ou l'un de ces traîtres à la nation, qui va me dénoncer à YouTube parce que j'ai dit telle chose. Même ma femme, récemment, qui a un compte sur Facebook, vient de se faire bannir pour 72 heures pour juste une photo qu'elle a repostée sur un sujet qui, à la limite, est un sujet polémique, mais qui n'est pas un sujet critique à proprement parler. Facebook aussi, de toute façon, ils sont en train de péter les plombs. Facebook, de toute façon, Zuckerberg, il a tellement les jetons de se faire allumer par le Parlement américain, justement pour cette hégémonie qu'il a, que récemment, au mystère, Facebook a décidé je crois que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais Facebook a décidé de rémunérer des contenus. C'est-à-dire que désormais sur Facebook, vous allez pouvoir créer des pages, comme sur YouTube, où vous allez pouvoir créer des contenus et monétiser vos contenus sur Facebook. Donc, alors on est encore dans la période des vacances. Il y a peut-être des gens forcément qui ne sont pas encore très au courant de ce qui est en train de se passer, etc. Les manifestations, il va y en avoir encore. Il y en a qui sont encore organisées ce week-end prochain. Le fait est, c'est que on est en pleine période estivale. Je crois que de mémoire de Français, on n'a jamais vu autant de gens dans la rue manifester en période d'été. Jamais. Je rappelle, là, le dernier, alors on a un chiffre.
Le 24 juillet dernier, apparemment, c'était le 31 juillet, pardon, 31 juillet, 3,2 millions de Français, apparemment, dans la rue. Et force est de constater que on a vu des vidéos, on a vu plein de vidéos, même dans des petites villes qui, en général, où il ne se passe pas grand-chose, enfin, il ne se passe pas grand-chose, même quand il y avait les gilets jaunes, c'était en général quelques dizaines de gilets jaunes qui faisaient acte de présence, mais il n'y avait pas un mouvement très significatif. Or là, vous avez eu des manifestations à Pau, des manifestations à Montargis, vous avez eu des manifestations à Saint-Dizier, il y a eu des manifestations, je crois, à Argelès, il y a eu des manifestations aussi dans des petites villes dont en général, quand il y avait des mouvements nationaux comme ça, on n'en entendait jamais parler, et là, tout d'un coup... Donc, il y a bien un problème. Il y a un mécontentement. Même les médias mainstream, avec leur sémantique, se font plus allumer sur les réseaux sociaux parce que c'est tellement flagrant leur manipulation que, apparemment, ils sont vraiment dans la merde. Parce que l'insistance qu'a des télés comme BFM ou TF1 ou LCI à faire passer le message, c'est des manifs anti-vaccins, c'est des manifs contre la vaccination, etc. Alors qu'en réalité, non, c'est des manifestations contre le pass sanitaire, contre une loi liberticide, contre une loi de dictature sanitaire. Mais évidemment, dictature sanitaire, liberticide, vous ne verrez pas ça dans les bandeaux des télés. Ces mots sont bannis, interdits de les utiliser. Donc quand il y a un journaliste BFM qui vient pleurer sur le plateau parce qu'il s'est fait agresser, alors qu'en réalité, quand on voit les vidéos, c'est pas lui qui a été agressé, mais c'est lui qui a agressé un gilet jaune, je crois que peut-être on n'a jamais vu un tel niveau de manipulation, de propagande. Alors, en effet, il y en a qui utilisent le terme de dictature, il y en a qui utilisent le terme de tyrannie. Et tout de suite derrière, il y a des gens, des intellectuels de gauche qui disent « Oh, mais vous rendez-vous compte, ils utilisent des termes extrêmes, on n'est quand même pas en dictature. Si vous étiez en dictature, dans ce cas-là, allez en Corée du Nord, là, c'est une dictature. » Sauf que ces gens-là, on a envie de leur dire « Attendez, vous pouvez relire la définition dans le dictionnaire. » Et vous allez vous remarquer que ce n'est pas uniquement un totalitarisme sous le coup près d'un individu ou d'une élite ou d'une oligarchie. C'est aussi, petit à petit, un système qui s'installe par un processus, alors parfois qui utilise le processus démocratique. Je veux dire, Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par un processus démocratique. C'est-à-dire qu'il a gagné les élections législatives, il a gagné des positions au Parlement qui lui a permis d'avoir une majorité au Parlement, au Reichstag, et que dans une démocratie, à partir du moment où il y a une majorité au Parlement, le gouvernement doit être représentatif de ce que le Parlement est représentatif. Et c'est comme ça qu'il s'est fait nommer chancelier. J'ai envie de dire, aujourd'hui, quand vous voyez la Macronie est majoritaire au Parlement, avec évidemment des alliances et des complicités de certains centristes et certains autres partis de droite, et que ça légitime à ces gens de pouvoir passer des lois comme la loi de l'urgence sanitaire avec le pass sanitaire, qui permet aujourd'hui de différencier des Français vaccinés des Français non vaccinés. Je suis désolé, c'est une forme de liberticide, c'est une sorte de dictature. C'est une forme de dictature qu'on ne connaît pas, parce que évidemment les médias jonglent énormément sur l'inconscient collectif de l'image du nazisme, du stalinisme, de la Chine, de la Corée du Nord, de Cuba. Sauf que ça, c'est de l'image simplifiée. Le sujet est bien plus complexe.
Vous savez, c'est un peu comme une moto. Si une moto qui a 2 roues, vous lui mettez 3 roues, c'est plus une moto. Mais ça reste une moto parce que c'est une moto à 3 roues. Mais si vous mettez une moto, vous mettez 4 roues, on n'appelle pas ça une moto, on appelle ça un quad. Et si cette moto, si ce quad, vous lui mettez un moteur plus puissant, vous lui mettez une carrosserie, etc., un habitacle, etc., on n'appelle plus ça un quad, on appelle ça une voiture. Donc vous voyez, il y a un cycle d'évolution. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on est en France, avec cet apartheid sanitaire, parce que c'est de l'apartheid. Hein, l'apartheid, c'est la séparation, c'est la différenciation de 2 catégories d'individus dans une société. C'est la ségrégation sanitaire. La ségrégation dans l'image collective, dans l'imagerie collective, c'est le racisme. Les blancs séparés des noirs, ou les noirs n'ont pas les mêmes droits que les blancs, ou les asiatiques n'ont pas les droits que les américains, ou les arabes n'ont pas les mêmes droits que les français. L'apartheid. Mais l'apartheid, c'est à partir du moment où vous, dans une société, plus particulièrement en France, qui est quand même, je rappelle, constitutionnellement un pays qui considère que tout citoyen est libre et égaux, et donc c'est un peuple unique et indivisible, et bien, sous le coup d'une pandémie, pour une urgence sanitaire, on vient temporairement de casser ce principe. C'est-à-dire qu'on a fait une différenciation entre les gens vaccinés et les gens non vaccinés. Et du fait, les vaccinés ont des droits d'aller dans des endroits que les non vaccinés n'ont plus. Alors que je rappelle, qu'est-ce qui fait la différence entre les vaccinés et les non vaccinés? C'est le fait que les vaccinés ont reçu un traitement expérimental, qui plus est, ne protège pas, protège de la forme grave de Covid, mais ne protège pas du virus, puisqu'ils peuvent être contaminés et peuvent contaminer les autres. Alors que les non-vaccinés peuvent choper le virus, mais j'ai envie de dire, peut-être qu'eux vont peut-être pas avoir la protection contre une forme grave, mais force est de constater qu'il y a aujourd'hui des gens qui chopent le Covid, qui tombent malades, et qui se font traiter par les traitements, alors ivermectine, hydroxychloroquine, ce que vous voulez, et qui s'en sortent. Pas plus tard qu'il y a quelque temps, vous avez François Asselineau qui a chopé le Covid, qui est tombé malade, mais comme il le dit lui-même, il dit ça m'a fait un effet comme une grippe. Et encore, moi j'ai connu une grippe beaucoup plus sévère que ce que je viens de connaître là, j'ai été traité et je vais beaucoup mieux. Le vice, le chanteur Akhenaton du groupe IAM, lui-même qui s'est défendu par vidéo de ne pas vouloir se faire vacciner parce qu'il estime que les vaccins pour l'instant ne sont qu'encore allés au stade expérimental et que ce pass sanitaire c'est de la dictature, a été admis à l'hôpital pour un problème respiratoire. Tout de suite, qu'est-ce qu'on a vu? Alors on a vu des médias extra, Akhenaton, machin, il est en urgence, il est en réanimation pour un problème respiratoire, il a chopé le Covid, bien fait pour lui parce qu'il a dit ça sur sa vidéo, il était anti-vaccin et tout. Heureusement, il y a quand même un organisme de presse qui s'appelle La Provence qui a rectifié le tir en disant non, il n'est pas en réanimation. Oui, il a été à l'hôpital pour un léger problème respiratoire, mais il est ressorti le jour même. C'est-à-dire qu'en fait, il a chopé le Covid, il est tombé malade, donc il est juste allé à l'hôpital parce que il avait quand même des petits problèmes de respiration. Il a été diagnostiqué, il a reçu un traitement, il va se traiter, et il va être guéri. Mais vous voyez jusqu'où ça va. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire attention, danger. Attention, danger, pourquoi? Parce qu'ils vont pousser le bouchon encore plus loin. Attendons-nous, peut-être pas au mois d'août, mais au mois de septembre, qu'ils nous fassent des false flags, qu'ils nous fassent des événements pour, encore une fois de plus, monter les gens les uns sur les autres, ou les uns contre les autres.
Je rappelle, les migrants, on a encore 550, je ne sais plus, migrants qui vont débarquer en Europe. Comment on va savoir s'ils peuvent être vaccinés sans les diagnostiquer? Parce que ça c'est pareil, hein, je veux dire, quand ils traversent la Méditerranée, ils n'ont pas leur carnet de vaccination, ils n'ont pas leur carnet de santé sur eux. Je veux dire, même au niveau de l'identification, il y en a certains, ils n'ont même pas de papier, et encore, on ne sait même pas si c'est vraiment leur vraie identité. Preuve en est, c'est que même encore aujourd'hui en France, on trouve encore le moyen d'accepter des, comment on appelle ça, des adolescents, je me souviens plus du terme, vous savez, c'est moins de 18 ans qui sont réfugiés, etc. Alors qu'en réalité, il y en a certains, ils n'ont pas 18 ans, c'est pas des mineurs, c'est des majeurs. Donc vous voyez, donc, on n'a pas les moyens d'identifier ces gens-là, en réalité. Et pourtant, on veut les vacciner. C'est-à-dire qu'on va prendre le risque de vacciner des gens dont on n'a absolument aucune idée des pathologies, et puis s'il y en a qui meurent, c'est le risque. C'est même pire, c'est que on a aujourd'hui des discours qui disent oui, mais de toute façon, on va mettre en place des infrastructures pour aider les migrants à s'intégrer dans la société, et surtout aussi les vacciner. Les vacciner aux frais de la princesse. C'est-à-dire que c'est le contribuable français qui va payer le vaccin pour des étrangers. Alors certains vont dire oui, mais c'est la solidarité, c'est l'humanisme français. Ouais, sauf que l'humanisme français aujourd'hui, il a une sale gueule quand même. C'est-à-dire que l'humanisme français il marche vachement plus chez des étrangers que pour les propres Français eux-mêmes. Là encore, c'est de la stratégie pour mettre de l'huile sur le feu. Alors certains, évidemment, dans le scénario le pire, c'est si demain il y a une insurrection en France, si demain il y a une révolution en France. Évidemment, l'autorité, le pouvoir, les médias vont les traiter de terroristes, vont les traiter d'extrémistes, vont les traiter de nazis, vont les traiter de gens d'extrême droite. Parce qu'évidemment, on ne peut pas dire que ce soit des gens de gauche, même s'il y a toutes les tendances politiques confondues dans les manifestations. La problématique auquel Macron va être confronté, c'est est-ce que la police et l'armée vont suivre? Parce qu'ils le savent, hein, les renseignements généraux, ils savent que dans l'armée et dans la police, Macron, il est détesté. Problème. C'est pour ça que d'ailleurs les fameuses lettres des généraux, les tribunes des généraux, ont été extrêmement attaquées parce que c'était la preuve qu'au sein de l'armée, il suffit d'un claquement de doigts, il suffit que demain des Français se regroupent, créent une commission ou un comité de salut public et décident de faire une révolution, de faire une insurrection contre le pouvoir en place pour que l'armée le suive. Et si l'armée suit, vous pensez bien que la police, même si les policiers les plus vils, les plus brutaux, les plus mercenaires, les plus cow-boys, à un moment donné, vont se dire « Ah oui, mais là, non, je vais quand même pas me battre contre des militaires. Je ne suis pas entraîné pour. » D'ailleurs, hein, on en a parlé dans une précédente vidéo. Il y a du rififi aussi dans les institutions de l'autorité. Ça n'empêche pas Macron de se pointer la gueule enfarinée en t-shirt sur TikTok pour essayer de séduire l'électorat 18-25. Ça n'empêche pas de continuer à croire qu'il est, le légitime. Ah oui, il a été élu. Il a été élu, 60% des Français l'ont élu. Alors qu'en réalité, non, c'est 16% des Français qui l'ont élu. Sur la totalité, des gens en capacité, en possibilité de voter. Ça ne lui pose aucun problème de s'être fait torcher le cul au régional et au départemental. Ça ne le dérange pas de voir que cette élection, plus de 60% d'abstention. Ça ne le dérange pas d'avoir 3 millions de Français, parce que 3 millions sur 68 millions d'habitants, c'est pas représentatif. En revanche, quand on fait un sondage qui dit que 60% des Français sont d'accord avec Emmanuel Macron, là,
ce panel de 10 000 personnes est représentatif de l'opinion des Français. Ça ne dérange pas. Tout ça cumulé, il y a un moment donné où moi je m'interroge, combien sont les Français qui sont encore dans l'illusion? Combien il y a encore de Français qui croient profondément, sincèrement, à la démocratie? Je ne suis pas très confiant sur le devenir. Alors certains disent on n'ira pas jusqu'aux élections. Il va se passer quelque chose avant. Mais j'ai envie de dire, s'il se passe quelque chose avant, est-ce que justement on ne va pas servir sur un plateau à Macron la possibilité pour lui, au vu d'un contexte, au vu d'une situation conflictuelle, majeure, de reporter les élections présidentielles? C'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur le mode d'emploi d'une résolution. Et j'avais dit dans cette vidéo, j'ai dit, le problème c'est qu'il faut que ça soit rapide. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2-3 jours, il faut que ça soit réglé. Il ne faut pas que ça traîne. Si ça traîne, c'est fini, c'est mort. Si on fait une insurrection, si on fait une révolution, si on fait un coup d'État, alors je rappelle, coup d'État, hein, pareil dans l'inconscient collectif, quand on dit coup d'État, c'est militaire. Non, un coup d'État peut être aussi un coup d'État civil, c'est-à-dire une corporation, un comité civil dont dépend l'armée, mais c'est elle l'autorité qui gère et qui contrôle la mise en place, le déroulement, la logistique d'un coup d'État. Donc le coup d'État peut être civil. Je disais donc qu'il faut que ça soit rapide. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une résistance, mais que cette résistance n'arrive pas à se structurer, n'arrive pas à percer, n'arrive pas rapidement à prendre la tête ou conquérir les institutions. Je rappelle, de toute façon, il n'y a pas 36 000 choses. C'est en France. Si vous faites une révolution, si vous faites une insurrection, il faut prendre toutes les préfectures. Il faut prendre à Paris le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la préfecture de police de Paris, la mairie de Paris, le Matignon et l'Élysée. Il faut prendre ces différents organismes. Ce sont les organismes finalement de l'exécutif et du législatif. À partir du moment où vous prenez ces éléments-là, ça y est, vous avez pris le pouvoir. Alors après, Macron, machin, ils peuvent se fuir, machin, etc. De toute façon, s'ils sont en fuite, ils ne trouveront pas de soutien. Puisque très rapidement, une fois que vous avez pris le pouvoir, il faut déjà alerter et assurer l'Union européenne, les partenaires américains, britanniques, espagnols, les voisins, les primo-partenaires de la France, de leur assurer que ce coup d'État est juste pour reprendre le pouvoir par le peuple, pour le peuple, et qu'évidemment on remettra incessamment la démocratie en route. Mais avec de nouvelles institutions, avec de nouvelles règles du jeu, avec une nouvelle constitution. Et qu'après, c'est un débat au niveau du comité, ce sera un débat parlementaire aussi, puisqu'on refera des législatives, mais de telle manière à ce que on mette en place la structure afin, et de toute façon, référendum obligatoire auprès du peuple pour la Constitution, ça c'est évident. Si on change la Constitution, référendum du peuple et pas par le Parlement, c'est le peuple qui devra décider. Donc à partir de là, en 3 ou 6 mois, vous pouvez remettre de nouvelles bases, c'est-à-dire instaurer une nouvelle République. Je ne dis pas une 6e République, puisque la 6e République, ce serait ça, reprendre la Constitution de la 5e, modifier 2-3 textes, et puis, non, on refond complètement la Constitution. On garde évidemment les fondamentaux, on ne va pas balayer la Constitution de 1789, on garde ses bases, elles sont symboliques, et je dirais même que les Français n'accepteraient pas qu'on balaye tout ça. Les Français ont besoin même tous les peuples ont besoin quand même de piliers, ont quand même besoin de références, ont quand même besoin de garder la symbolique
Mais on reconstruit une constitution adaptée à notre époque, avec ses enjeux, avec ses risques, surtout les risques du mondialisme, du globalisme, de l'hégémonie des groupes, de la finance, etc. Donc il faut protéger aujourd'hui la France contre ça. Après, un autre débat qu'on peut aussi mettre en jeu dans le référendum, c'est tout simplement le Frexit. Ne pas décider d'un propre chef de quitter l'Union européenne, mais de dire aux Français, voilà, on vous propose une nouvelle constitution, mais en même temps, si vous acceptez la constitution, est-ce que vous voulez rester dans l'Union européenne ou y dégager? En sachant expliquer évidemment aux Français que si on fait une nouvelle constitution, ça veut dire que la nouvelle constitution va devoir impérativement s'adapter aux accords de l'Union européenne. Et que par conséquent, il faut avant savoir si les Français veulent rester dans l'Union européenne ou pas, et ensuite adapter la nouvelle constitution. Donc c'est-à-dire que, en effet, ce serait plus logique de faire un référendum de Frexit avant de proposer une nouvelle constitution aux Français. Je vais vous dire sincèrement, je pense que ceux qui pourraient éventuellement faire ça, si jamais on fait un référendum sur un Frexit et que le Frexit est non, je dirais qu'il n'y a pas besoin de faire une nouvelle constitution, autant rester sur la 5e, de toute façon, puisqu'on sait que de toute façon, l'Union européenne, il faut sortir de ce machin. Donc voilà, je veux dire, Et je pense que c'est quelque chose qui justement les emmerde aujourd'hui, c'est que plus ça va, plus les choses s'affinent pour que les gens comprennent à un moment donné qu'il va y avoir un choix à faire et que justement, ils ne veulent pas que les Français fassent ce choix. Ils ne veulent pas que les Français légifèrent sur leur destin. Et donc, par voie de fait, diviser pour mieux régner, mettre le brin et le feu dans la société française. Une fois que vous avez mis le feu, vous considérez qu'il y a péril dans la République. Et dans ce cas-là, vous prenez ce que vous avez déjà fait avec l'état d'urgence terroriste, avec l'état d'urgence sanitaire, vous allez créer une loi que vous allez proposer au Parlement qui va dire oui, le Sénat va dire oui, le Conseil constitutionnel va dire oui, et 2 jours au lendemain, vous allez vous retrouver avec une République qui ne sera plus une République où le fronton de toutes les mairies, on devra effacer liberté, égalité, fraternité, parce que ce sera une République plutocratique, oligarchique, mondialiste, ultralibérale et dictatoriale. C'est ce qu'ils cherchent. Je veux dire, aujourd'hui, quand on se plonge un peu son nez dans les projets de gouvernance mondiale, il ne peut pas y avoir de gouvernance mondiale sans détruire les États-nations d'abord. Car évidemment, les peuples souverains n'accepteront jamais de donner toute leur souveraineté à une gouvernance mondiale. Tous les États, tous les pays n'accepteront pas de devenir, comme ce qui est déjà le cas avec l'Union européenne, des dépendances d'un pouvoir non élu. Ce qui est déjà le cas, puisque sur certains domaines en France, les ordres sont donnés par la Commission européenne, et même certains ordres ne passent même plus d'ailleurs par le processus démocratique du Parlement. Donc c'est-à-dire par l'opinion du peuple. C'est-à-dire que les décrets sont obligatoirement applicables en France, sans même que le français ait quoi que ce soit à dire. Alors que normalement le processus démocratique obligerait que le français élise les responsables de la Commission européenne. Or en réalité, ils élisent quoi? Ils élisent le Parlement européen. Sauf que le Parlement européen, c'est comme tous les autres parlements. Même si au son sein, vous avez des gens qui sont des opposants, mettent sur la table des sujets sensibles, etc. C'est cause toujours, tu m'intéresses. C'est une illusion de démocratie. Même quand vous voyez à l'Assemblée nationale, quand vous voyez les directs qui sont retransmis, d'ailleurs, un de ces jours, ils vont finir par arrêter de retransmettre ça en direct sur la chaîne Sénat ou la chaîne de l'Assemblée nationale. Quand vous avez des députés qui mettent des questions précises, qui nécessitent une réponse précise, vous n'avez pas de réponse précise. Ils ne répondent pas à la question. De plus en plus de députés aujourd'hui le disent. Ils ont posé une question bien précise au gouvernement, les membres du gouvernement ne répondent pas à la question. Et comme ils ont
un président qui est de leur bord, qui est Ferrand, à part faire un rappel au règlement, mais pareil, le rappel au règlement, c'est toujours un petit jeu. Finalement, c'est même pire, hein, quand vous voyez que si, sur une loi très importante pour eux, l'Assemblée nationale vote non, bah, ils représentent tout de suite directement le projet pour relancer des débats, mais des débats sur quelques heures, jusqu'à ce que vous votiez oui. Quand un gouvernement ne se contente pas de respecter l'opinion d'une assemblée ou d'un parlement représentatif du peuple et fait le forcing pour faire passer des décrets, pour faire passer des lois, il n'y a plus de démocratie. Donc je le dis, je le répète, la République est morte. Donc maintenant, tous les Français qui en sont conscients savent maintenant de quoi il en retourne. Ceux qui n'en sont pas conscients, de toute façon, ils vont l'apprendre à leurs dépens très très rapidement. Parce que ça c'est toujours pareil, hein. Il y a des gens où vous avez beau leur dire 1000 fois, ils disent oh non, c'est exagéré, etc. Puis le jour où quelque chose leur tombe sur le coin de la cafetière, qui finalement est une conséquence de ce qu'on leur disait, ah bah là, pourquoi? C'est pas juste, c'est pas normal. Je dirais même, ce que souvent on critique dans les comportements sociétaux humains, dans des situations de crise, dans des situations délicates, difficiles, on a accentué l'individualisme, le consumérisme. Dans un cas de péril, le comportement des gens, est-ce qu'il va être majoritairement conciliant, consensuel, compatissant, tolérant, ou plutôt réfractaire, en opposition, en réflexion, en insurrection, en contestation? C'est toujours le problème, hein. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser avec un ancien résistant, que j'avais déjà dû mettre d'ailleurs sur un zapping, qui s'appelait, je crois, Eddie Vessel, et qui dit quelque chose qui est tout à fait juste, dont il parle sur ce qu'il connaît de ce qu'il a vu de la France, mais c'est valable dans tous les pays. Dans tous les pays, c'est toujours le même problème. Et je vous laisse donc avec ce monsieur, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, que puis-je vous dire de plus que d'être attentif, de bien réfléchir, et advienne que pourra. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu abdiqué, enfin qui baissent un peu en disant on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, c'est comme ça. Et puis qui continuent de vivre un petit peu en baissant la tête. Et quel sentiment vous avez par rapport à ça? Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une petite fraction de la France. La France était vichiste dans sa grande majorité. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui baissent les bras, il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement ça signifie quelque chose et qu'ils ont une responsabilité. Eh bien, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante.